Depuis un certain temps et surtout de nombreuses années aujourd'hui, les Africains sont parfois victimes, il faut le dire, eh bien, d'un mauvais comportement des opérateurs économiques étrangers. On va pas justement citer les noms, mais pour beaucoup d'ailleurs que nous avons rencontrés, eh bien, il y a des problèmes, de très gros problèmes parfois entre l'emploi, qui est souvent très mal payé, et surtout l'esclavage. On note également d'autres comportements dans l'escroquerie et tout ce qui va avec, les attouchements sûrement sur les jeunes femmes. On a d'ailleurs été victime il y a encore quelques jours, il faut le préciser, du côté d'un restaurant que nous allons taire d'ailleurs le nom, et nous allons justement nous interroger. Ces opérateurs économiques étrangers viennent justement sur le continent africain, surtout au Cameroun en particulier, pour se faire justement de l'argent. Ils créent des entreprises, mais on ne comprend toujours pas pourquoi certains parmi eux, il faut le dire, il y a les brebis galeuses partout, font ce genre de choses. D'ailleurs, nous avons une victime sur ce plateau ce matin, il s'appelle Robert Etoundi. Robert Etoundi, dites-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, monsieur Nkos. Je suis victime justement de cet abus d'un opérateur asiatique, un Indien. Donc, il m'a été présenté à ce monsieur qui est un concessionnaire de véhicules, oui, qui a du mal à vendre des véhicules. Donc moi, dans une autre... Sur le terrain national camerounais. Sur le terrain national camerounais. Moi, dans une autre vie, j'ai fait dans le transport. Oui. Donc lui, il vend des pick-up, Isuzu. Sans publicité. Sans publicité. Oui, merci. Pour ne pas les citer. Et alors on rentre, il me dit, voilà, il faut m'aider à pouvoir vendre ma voiture. Bon, quelques mois après, justement, on m'appelle pour me dire on a besoin de véhicules. C'est comme ça que je le recontacte. Et on passe un accord écrit. Je crois que vous avez... J'ai les accords écrits, ne vous inquiétez pas. J'ai les accords écrits devant moi. Vous avez déjà, bon, paiement des commandes. Là, il y a celui-ci est écrit en anglais, c'est ça? Oui, ça c'est... Donc là, un contrat en anglais entre vous et lui, d'accord. Oui, c'est ça? Tout à fait. Allez-y, on vous écoute. Donc, nous n'avons pas véhicule vendu. J'ai 2 millions de francs. Ça, c'est ce qui avait été signé dans notre convention. Oui. Donc, il revenait à moi comme c'était un appel d'offres. Donc, qui gagne le marché. Et je fais gagner le marché et je l'aide au niveau des paiements. Bon, parce que lui, le marché public, c'était pas encore, il ne se connaissait pas. Donc, il a gagné le marché, il a livré les véhicules, et maintenant que les paiements commencent à tomber, oui, monsieur dit qu'il ne paye... Qu'il ne vous paye plus. Il ne paye plus. Donc, je suis allé me plaindre au commissariat, il a été convoqué, il a signé au commissariat qu'il reconnaissait qu'il me devait 9 200 000 et qu'il allait me payer. Ok, on sort du commissariat, on dit ok, l'affaire est réglée. L'affaire est réglée. Une semaine après, c'est son conseil qui m'appelle. Il appelle, il dit voilà, les problèmes ne sont pas bien. Voilà, il faut qu'on trouve un terrain d'attente. Cette affaire de commissariat, c'est pas bien. Alors, le conseil n'était pas au courant qu'ils avaient déjà reçu une partie de règlement. Donc, il le découvre là, j'ai dit, il y a 2 factures qui ont été payées pour un montant de 3 200 000. Alors le conseil dit, pourquoi vous ne donnez pas son argent? Ok, on ne se sait pas. Le conseil dit, écoutez, monsieur Etoundi, je pèserai de mon poids pour qu'on vous donne au moins les 3 200 000. Bon, le conseil me dit, bon, ils vous ont fait une lettre, répondez. Donc je fais une lettre où je dis, sur les 3 200 000, j'ai besoin de 2 millions. Passant entre-temps, avoir les paiements. Pour avoir les paiements, ça dit, j'ai besoin de 2 millions. On a encore une facture de 58 millions qui est en attente. Et naturellement, il y a des gens qui vous donnent un coup de main pour que ces paiements soient exécutés et tout. J'ai écrit. Quelque temps, le conseil même, il ne prend plus le téléphone. On ne me prend plus au téléphone. Et vendredi passé, je reçois une lettre de rupture de contrat. Forcément écrite par son conseil, je suppose. Donc, je viens ce matin justement dire aux Camerounais, je ne comprends pas ces pays où, à l'étranger, si on pouvait nous facturer l'oxygène, on facture l'oxygène au Camerounais, parce que je ne vois pas un Camerounais aller en Asie ou dans la sous-région, faire tout ce qu'il veut, je ne suis pas sûr. Et maintenant, si dans notre propre pays, au Cameroun, où nous sommes amenés à avoir l'oxygène gratuitement, on est encore
on est en train de suffoquer, on est muselé dans notre pays, il y a un problème. Il y a un problème. Alors, si un Indien... Parfois avec la complicité des nationaux. C'est avec la complicité des nationaux. Si un Indien arrive au Cameroun et qui se comporte comme ça, c'est parce qu'il sait, qu'il a des appuis. Il est facilement... Bon, il peut corrompre quelqu'un. Il peut corrompre quelqu'un, voilà. Oui. Il peut faire tout ce qu'il veut. Il vous dit carrément qu'amenez-moi vous voulez. Et vous avez d'ailleurs dit qu'il connaissait des gens au ministère des Finances, qu'il avait pas mal de monde qu'il connaissait, donc tout ce que vous allez nous faire ne vous servira à rien. À rien. Si moi je vais me tourner vers vous, vous avez suivi justement Robert Etoudi, et vous m'avez envoyé des images hier, me montrant d'ailleurs des personnes qui sont maltraitées, des Noirs maltraités justement par des étrangers. Je sais que M. Etoudi vient de dire, ça me fait très très mal parce que j'ai vécu même des situations comme ça, oui, où j'ai vu un Camerounais qui était maltraité sérieusement par un Chinois. Le Chinois a amené ce Camerounais au commissariat. Oui. Et le commissaire, je préfère ne pas même pas citer dans quelle ville. Le commissaire a plutôt pris parti pour le Chinois. Moi, on m'a parlé de cette histoire. J'ai débarqué dans ce commissariat, oui, où j'ai voulu mettre un désordre fou. J'ai dit, je préfère que vous me tuiez à la place de ce Camerounais, parce que je ne peux pas comprendre que dans notre pays, qu'un Camerounais qui est chez lui ne peut pas être protégé par son frère Camerounais qui est commissaire. Et peut-être au-delà. J'ai dit, on en a marre de cette histoire. Ici, vous allez me tuer ou bien vous allez régler le problème de ce Chinois. Le commissaire s'est ressaisi, heureusement. Il a dit au Chinois, monsieur, vraiment, comme vous voyez, ce problème, on ne peut pas le traiter. Régler le problème de ce monsieur. Et c'est comme ça qu'on a réglé. Mais parfois, quand quelqu'un a raison, il avait raison, la personne. Il avait raison, bien sûr. Vous pensez que je peux aller m'interposer comme ça pour une personne qui n'a pas raison? Je dis, le monsieur avait toutes les raisons de son côté. Mais le Chinois a usé, pensant que, avec plus il avait, en fait, excusez-moi d'exprimer, plus on est dans un pays, comme on dit, corrompu, il pensait qu'il pouvait user de la corruption à tous les niveaux pour... Non, j'ai dit, cette histoire ne va pas se passer comme ça. Ici, où on va nous entendre dans tout le pays, même dans le monde entier, mais je ne vous parle d'ici tant que ce problème n'est pas résolu. Et il dit, ce Chinois, vous continuez de vous amuser, je prends la machette ici, je vous détruis parce que vous tuez les Noirs partout, vous faites comme vous voulez, moi je peux le faire aussi, je suis chez moi. Le commissaire a entendu, il a vu ma manière de faire. Il a calmé l'histoire et il a traité l'histoire. Le Chinois a payé. La personne s'est attenante. C'est vous dire qu'il y a des situations ici qu'on ne peut plus accepter. Ce n'est pas possible que dans notre pays, on soit en insécurité et les étrangers soient en sécurité. Alors, je ne comprends pas quel est ce pays où nos frères, au lieu de nous protéger, ils protègent les étrangers au nom du dieu argent. Je dis encore, ce n'est pas possible. Que les gens comprennent que les Africains doivent être en sécurité chez eux. On ne peut pas être en insécurité à l'extérieur et être en sécurité, en insécurité au Cameroun. Ce n'est pas possible. On doit être donc en sécurité où? Et je dis parce qu'il y a plein de situations comme ça. Il y a une société, je préfère taire le nom, oui, qu'on appelle, ils sont dans le fer. Monsieur Ngos, je préfère ne pas citer le nom. Non, ne citez même pas le nom. On il y a des situations extrêmement gravissimes dans cette société, où les Noirs sont traités comme des esclaves. C'est-à-dire, vous savez, le fer, il y a des fours où il ne faut même pas être à 5 ou 10, 20 mètres, parce que ça détruit vos gènes. Vous ne pouvez plus procréer. Mais on oblige les Noirs à s'installer à côté de ce four, obligatoirement. Et ils sont détruits au fur et à mesure, et des jeunes. Je dis encore une fois, il faudrait qu'on mette un terme à cette histoire. Les autorités administratives qui sont en train de nous suivre, qui comprennent que ça ne peut pas continuer comme ça. Ils sont en train de créer des situations qui vont être comme cette histoire d'Ambazonie. Demain, on ne sait jamais. Et je n'encourage pas, je dis encore une fois, la manière dont fonctionner fait en sorte que les gens se révoltent et ça crée. Voilà le cas de M. Etoudi. Où maintenant, il ne peut pas avoir droit à quelque chose qu'il a produit. Est-ce que c'est normal? Et les gens sont là, ils tournent en rond. Je pense que monsieur tout dit, à la sortie d'ici, on va voir cette histoire. Je pense qu'on va se mettre ensemble pour voir comment cette histoire va se passer. Moi, je serais prêt à aller voir cet Indien. S'il dit de n'importe quoi, on va voir comment ça va se passer. On peut continuer comme ça. Et je vais prendre des commissaires, on va aller voir des commissaires pour aller descendre là-bas pour dire à ce monsieur, vous réglez, vous réglez pas. Il va nous montrer les gens qui le protègent. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. André Kisefanga, bonjour. Bonjour, Selangos. Comment allez-vous? Excellemment bien par la grâce du Seigneur. Je crois que c'est lui qui nous fortifie et nous accorde le souffle de vie. Tant pis pour ceux qui ne croyaient pas à ce Dieu-là. Nous savons qu'il existe et il continue à nous garder. Justement, vous également, vous avez été souvent victime de ce genre d'abus venant justement des étrangers dans le pays.
Ben, je crois que j'ai été plutôt défenseur de plusieurs cas concernant plutôt les abus de certains étrangers. Et ma région, d'où je viens, je parle bien de la région de l'Est Cameroun, vous allez à Betareoya, vous allez au niveau de où on creuse de l'or, vous allez retrouver ce que les Chinois sont en train de faire là-bas. Ils sont en train de justement de rendre la population esclave. Parce que travaillant très dur pour chercher de l'or de manière artisanale, deuxièmement, ils ne sont pas rémunérés à la juste valeur. Et d'ailleurs, même plus grave, certains Chinois ont assassiné même. Je dis bien assassiné. Un Chinois a assassiné un des nôtres dans ces chantiers-là. Donc, vous comprenez que c'est tellement gravissime ce que vous mettez à la place publique aujourd'hui comme débat. Parce que si on veut aller au cas par cas, il y aura des milliers et des milliers de cas. Et je crois que nous avons un cas patent sur le plateau. Vous comprenez un peu la méchanceté, parce que je ne vais pas dire que c'est le manque de moyens ou bien le manque de ceci. Non, c'est de la méchanceté pure et simple. Parce que la plupart de tous ces opérateurs économiques qui viennent dans notre pays, étrangers surtout, qui viennent dans notre pays... Pour qui nous avons d'ailleurs beaucoup de respect. Beaucoup de respect. Oui. Ils viennent toujours avec l'apport des nationaux. Ils viennent toujours... Et je crois que la loi du Cameroun le dit. D'abord que vous ne pouvez pas investir dans une nation sans que l'entrepreneuriat local ne soit associé à votre démarche. Donc, nous pensons aujourd'hui que ces gens ont du mépris, ont de la méchanceté envers les nationaux. Parce que quand M. Simo prend l'exemple seulement, si vous allez ici dans les magasins à Aqua, vous allez retrouver comment ces Chinois maltraitent les Camerounais, parce que ça soit le paiement, que ça soit même la prise en charge véritable de ces gens, c'est tellement grave. Donc, c'est des sujets assez importants. Nous allons davantage nous élargir là-dessus tout à l'heure, au fur et à mesure que nous continuons le débat, parce que c'est peut-être la goutte d'eau qui va déborder le vase, avec des cas comme pour M. Etundi, qui, aujourd'hui, nous devons défendre le Camerounais. Je crois que dans un État comme le Gabon, il y avait un moment, un temps où on disait le Gabonais avant tout. Vous comprenez un peu. C'est le cas également du côté de la Guinée équatoriale. Hein. Mais la Guinée équatoriale, le Guinéen avant tout, l'Équato-Guinéen avant tout. Donc, nous comprenons aujourd'hui qu'ils avaient raison à un moment donné, parce qu'il faut d'abord protéger l'industrie locale, protéger le citoyen, protéger, parce que l'une des choses que ces opérateurs ignorent souvent, c'est que la première richesse, c'est la ressource humaine. Tout investisseur doit avoir cela dans sa tête et dans sa pensée, que c'est la ressource humaine qui est le premier capital. C'est la ressource humaine qui est la première richesse. La ressource humaine est l'un des éléments, l'un des fondamentaux pour que une entreprise puisse vivre. Donc, si vous traitez votre ressource humaine très mal, alors là, vous aurez de mauvais résultats. Ne pensez pas que la corruption va beaucoup vous aider. La preuve en est, c'est encore chez des hommes que vous allez vous prendre, c'est-à-dire une ressource humaine quelque part. Et cette ressource humaine-là profite de ce que vous pouvez donner, parce que je connais des gens qui devaient beaucoup d'argent à des employés. Oh, si vous allez à l'inspection du travail, vous allez trouver les plaintes là-bas qui n'aboutissent finalement parfois à rien. Oui. Vous allez dans les commissariats, vous allez trouver des plaintes qui n'aboutissent absolument à rien dans les gendarmeries. Pourquoi? Parce que un Chinois, un Indo-Pakistanais, je ne sais pas, Français et tout le reste, ils vont te dire non, il connaît le procureur, il connaît... et d'ailleurs même, vous comprenez pourquoi le Conseil de la magistrature au Cameroun avait beaucoup d'attentes, parce que on savait qu'il y avait des procureurs et des magistrats qui devaient être revoqués à cause de leur façon de la corruption et de toute la façon de gérer les parquets, nos parquets, mais rien n'a été fait. Vous comprenez qu'en réalité, nous avons des problèmes sérieux, les problèmes sérieux avec ces étrangers qui ne veulent pas le bonheur de certains Camerounais. Parce que il faut dire aussi qu'il y a d'autres qui se comportent bien, mais il y a d'autres qui se comportent extrêmement mal. Et surtout une catégorie, parce que nous regardons un peu ceux qui viennent de l'Asie, vraiment leur comportement est à questionner. Ceux qui viennent de l'Inde, leur comportement est à questionner. Le Pakistan et tout le reste là, leur comportement est à questionner, parce qu'en réalité, on se retrouve que c'est des gens qui ne veulent pas. Si vous voulez aller dans les entreprises ici, au niveau de la zone industrielle, vous allez retrouver le traitement qui est fait au niveau des employés nationaux.
C'est justement dur, hein. Je comprends que vous soyez un peu énervé ce matin. Président Barakani, comment comprendre justement le comportement justement des Camerounais face à ce genre, il faut le dire, hein, d'histoire, de problèmes, de plaintes? On a souvent l'impression que dès qu'un étranger est face à un Camerounais, tout de suite s'il y a une corruption, il y a quelqu'un qui me disait dès la dernière fois, vous portez plainte à quelqu'un, c'est vous qu'on met en prison, alors que c'est vous qui avez raison. Permettez-moi d'abord de saluer votre professionnalisme. Parce que généralement, des thèmes comme ceux-ci peuvent paraître aériens. Oui. Mais lorsque c'est adossé sur un cas concret, ça donne de la substance. Ça donne de la substance, n'est-ce pas, à l'émission. Et là, nous partons d'un cas concret. Un cas concret, justement, qui de M. Robert Etoundi. Roma Consulté, représenté par M. Robert Etoundi, qui est là sur le plateau, et une entreprise, Ascot Kamsa. Ascot Kamsa. Il faut désigner les noms. Il faut le désigner. Qui est représenté par M. Omprakash Ramkrishna, le directeur général. C'est un Indien. Vous avez un contrat qui est dûment signé. Le contrat, c'est signé. Où les droits des parties sont bien définis. M. Robert Etoundi a rendu service. Il a fait sa part de contrat. La conséquence des prestations de M. Etoundi, c'est que M. Omprakash Ramkrishna a été payé. Il est payé. Mais il décide qu'il ne paye pas les droits de M. Robert Etoundi. C'est-à-dire, l'argent est là. Il décide. C'est-à-dire, il faut donc comprendre, mais quels sont les ressorts profonds d'une telle attitude? Pourquoi M. Ramkrishna, Omprakash, n'est-ce pas, peut se comporter comme ça à l'égard du Camerounais Robert Etoundi? Et c'est là où moi je vais vous, à la suite de ceux qui m'ont précédé, essayer d'interroger ça en profondeur. Il faut dire que le cas de M. Robert Etoundi n'est pas isolé au Cameroun. Moi, en tant qu'homme politique, j'ai déjà eu à gérer comme ça les pareils cas, au moins une centaine. Je suis déjà au moins à une centaine de cas. M. Simon sait de quoi je parle. C'est tous les jours que nous avons une discussion comme ça sur la main. Lui, il passe son temps, c'est son travail pratiquement. Il passe le plus clair de son temps au commissariat. J'ai déjà eu à gérer des cas où, quand j'étais encore Maridane, dans mon ancien parti, oui. Je me souviens des cas qui nous ont posés à des Indiens, toujours des Indiens. Il y avait des sommes très élevées, pas la dizaine de millions qui est ici. On était à des cinquantaines de millions à montant. Où un Camerounais fait ce qu'il a fait, remplit sa part de contrat, mais l'Indien décide que je ne le paye pas. C'est-à-dire que d'abord, il y a déjà, à la base, un mépris raciste qui dit pas son nom. Et généralement, c'est souvent des Indiens noirs. Hein. Souvent, vous avez les Indiens, c'est-à-dire que c'est notre frère de peau. Parce que vous savez qu'il y a plein de noirs en Inde. C'est pas nouveau, ça. Plein de noirs en Inde. Historiquement, on sait pourquoi, c'est comme ça. D'abord, il y a le mépris, c'est-à-dire qu'il y a un mépris à l'égard de l'Africain. Un mépris, c'est-à-dire qu'il n'est pas digne de toucher la somme-ci. C'est-à-dire, c'est moi, c'est nous là, c'est pour nous. Lui ne touche pas la somme-ci. Alors c'est mépris. Et maintenant, quand vous parlez avec eux, ils vous disent que mais, vous allez nous faire quoi? J'ai entendu, à l'époque, quand je défendais, quand l'État allait affronter cette entreprise indienne qui était à l'époque à Bonabéry, ils nous ont dit, ouvertement, que vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Vous avez qui à Yaoundé? Ils ont dit clair que vos dirigeants, je ne dis pas que ce qu'ils disaient vrai, mais ils ont dit que vos dirigeants vous ont déjà vendu chez nous. Mais clair, il y a des témoins, ça dit, ils vivent. Ils sont là, ils sont manqués ici au Cameroun. Non, vos dirigeants vous ont déjà vendu, mais vous parlez de qui? On va aller payer à Yaoundé. Vous allez faire quoi? Vous voyez donc, c'est ce qu'ils nous disent. C'est-à-dire qu'ils sont sûrs que quand vous allez aller où? Ils vont faire simplement un tour, ils vont payer, soit le commissaire, tous les commissaires ne sont pas comme ça en passant, soit aller voir un fonctionnaire à Yaoundé, tous les fonctionnaires aussi ne sont pas comme ça, payer, soit aller voir une haute autorité, payer. Moi, je me rappelle à l'époque, dans les années 90-95, moi j'ai vu comment, par exemple, les Libanais sont organisés ici. Moi, j'ai vu les Libanais, pourquoi certains Libanais, quand vous voulez les faire ici, vous avez vu à un moment donné ce mépris qui a caractérisé les Libanais ici à l'égard des Camerounais. Et ça continue. Hein. D'ailleurs, pourquoi?
Parce que moi, ça n'a pas changé d'ailleurs. Ils sont organisés. C'est-à-dire qu'ils s'arrangent, par exemple, à chaque moment, ils s'arrangent à financer les campagnes du pouvoir, du parti au pouvoir. Ce n'est pas officiellement, c'est qu'ils sont en contact avec un ou deux barons. Ce n'est pas que c'est une politique du RDP centralitaire, du parti au pouvoir, non. C'est qu'ils ont les contacts avec un ou deux barons. Et chaque fois qu'il y a campagne, il y a des centaines de millions de francs qui vont verser. Et à partir de là, ils ont une immunité à vie. C'est-à-dire une immunité, vous pouvez dire, ils vous le disent. Combien de fois j'ai vu les Libanais, certains Libanais, maltraiter les Camerounais à un niveau. Moi, j'ai même failli taper avec la main, j'ai failli bastonner une fois. C'est terrible. Et maintenant, les Indiens, certains Indiens sont entrés dans la danse. Donc, vous voyez que ça a des ressorts. Il y a des ressorts politiques profonds. Mais ça parce que l'État du Cameroun a laissé faire? Non, je ne dirais pas l'État. Ce n'est pas une politique de l'État du Cameroun. Je dirais, il y a des éléments de l'État du Cameroun qui sont au cœur de cette affaire. Au cœur. Maintenant, pour revenir à l'État, que vous avez convoqué l'État. Mais, si on ne peut pas dire que l'État du Cameroun a pour politique élaborée la maltraitance de ses citoyens, mais il n'y a que, historiquement, notre État n'est pas encore totalement guéri d'une certaine pathologie historique qui est liée au fait que la colonisation était quelque chose d'horrible parce que le colon considérait que l'homme qui était colonisé perdait son statut d'homme. Et ça, c'est la base de la colonisation. C'est-à-dire que dès que vous êtes colonisé, vous perdez votre statut d'homme. Donc, du coup, on vous crée un autre nom pour vous désigner comme étant quelque chose d'étrange. Vous n'êtes plus humain, indigène, sous-homme. Vous serez soumis à des corvées, à des brutalités les plus inouïes. Des brutalités depuis. Vous savez qu'à une époque ici, il y avait le code de l'indigénat. On a même élevé ça au niveau d'une loi. Donc, du coup, le colon a passé le temps à maltraiter l'homme qui était devenu colonisé. Alors dégradé. L'État a hérité cet appareil, cet arsenal matériel, psychologique, mental. L'État a hérité ça. Voilà pourquoi moi je me bats tous les jours pour que je conteste le concept, l'idée, c'est ce qu'on appelle le commandement là. Vous voyez, notre administration, eux-mêmes s'appelle le commandement. Ils vous disent, nous sommes dans le commandement. Mais vous commandez qui? Le commandement. Le commandement, c'est un nom colonial. C'est un nom colonial. Ça a un rapport direct avec le fait qu'on maltraite celui qui est commandé. C'est-à-dire, on le dégrade. Donc, on n'est pas encore guéri de cela. Notre administration ne sait pas encore s'occuper des populations. C'est-à-dire, ils ne comprennent pas que l'administration, c'est d'abord, fondamentalement, l'art de s'occuper du citoyen. Ce n'est pas encore entré dans la tête de beaucoup de nos administrateurs. Ça crée donc le lit à des choses comme ça. Où des aventuriers arrivent au pays, après avoir étudié l'histoire du pays, les comportements, puis on les briefe, on leur dit qu'on voit ce qu'il faut faire. Quand ils arrivent, ils vont nouer une ou deux alliances au sein de l'administration, avec les autorités, et ils ont l'impunité au détriment du Camerounais qui travaille, qui se bat, et qui généralement est même supérieur à cet étranger à tous les points de vue. Au niveau moral, voilà M. Robert Tundi qui a rempli sa part sur le plan du contrat moral. Il a rempli sa part, il a fait ce qu'il a fait, cet Indien ne lui reproche rien. Mais pourquoi l'Indien ne veut pas payer? Parce que d'abord c'est une crapule, donc vous voyez que moralement, il est même en dessous de M. Robert Tundi. Mais comme il connaît la mentalité ambiante, il sait que quand je vais aller voir l'autorité qui est chargée de protéger les droits du Camerounais et Tundi, quand je vais le dépanner, quand je vais payer, il va m'aider à martyriser le Camerounais Robert Tundi. Mais c'est ça les ressorts. C'est ça qu'il faut étudier pour comprendre ce qui se passe. Et l'histoire de notre pays, c'est-à-dire nous conforte, explique pourquoi est-ce que, n'est-ce pas, nous sommes dans cette situation. Donc ça renvoie à ce que certains théoriciens ont bien élaboré, la violence du noir sur le noir. C'est-à-dire, vous avez beaucoup de théoriciens africains qui justifient la recolonisation, la présence de l'Occident, tout ça. Ils disent que non, les Noirs n'ont pas été à mesure de gérer leur indépendance. Ils n'ont pas été à mesure même. Ils maltraitent même leurs frères. Donc, à partir du moment où vous maltraitez vos frères, ne demandez pas à l'étranger de le respecter. Bon, c'est une théorie excessive qui va dans tous les temps parce que tous les Camerounais ne sont pas des fonctionnaires. Et tous les fonctionnaires ne sont pas des esclavagistes. Il y a de très brillants, des gens bien. Mais, vous voyez quand même que, quand on analyse ce qui se passe là, on comprend que si
le noir, si le frère, hein, de M. Robert Etundi, son frère, si son frère ne prête pas le flanc ici, cet Indien n'a pas réussi à le maltraiter. À le maltraiter. Ouais, il y a cette dimension-là quand même qui existe. C'est-à-dire, je précise bien que moi je ne partage pas cette théorie, hein, puisqu'il y a beaucoup d'Africains, nous ne sommes pas tous des gens qui maltraitent leurs frères. Mais au niveau de l'État organisé, il y a des segments, il y a des gens qui n'ont pas encore compris cette affaire. La deuxième raison pourquoi on peut voir les choses comme ça, c'est que il y a l'effondrement de ce qu'on appelle les organisations populaires. Vous savez, M. Ngos, à la chute du mur de Berlin, un malheur a frappé le monde. Un malheur. Les gens pensent souvent que le président Barakani, c'est un communiste. Parce que j'ai lu Karl Marx, et je crois qu'il y a beaucoup de bonnes choses dans Karl Marx. Vous ne comprenez pas le capitalisme sans lire Karl Marx. Mais une chose est de lire Karl Marx, de maîtriser sa théorie. Autre chose est d'être un communiste, comment dire, quelqu'un qui est un disciple de Karl Marx au sens où... Un marxiste. La doctrine politique, non. La dimension politique du marxisme devient votre idéologie. Voilà. C'est deux choses différentes. Mais la chute du mur de Berlin, l'effondrement de l'Union soviétique a été une catastrophe pour le monde. Vous savez pourquoi? Parce que directement, les capitalistes sont devenus des dieux. On a divinisé le capitalisme. Or, à l'époque de la guerre froide, il y avait ceci que les populations étaient organisées. Vous avez les travailleurs étaient organisés en syndicats, les syndicats étaient respectés, vous avez les différentes organisations qui protégeaient le citoyen, le travailleur, face à la violence des gens comme ça, des capitalistes, face à la violence, n'est-ce pas, organisée de certaines forces sociales. Oui. Mais aujourd'hui, regardez, les Camerounais ne sont plus organisés. Ils ne savent même pas ce qu'on appelle s'organiser. Ils ne savent même pas. Or, en face d'eux, les Chinois sont organisés. Or, les Chinois plus organisés qu'il n'y en a pas. Il y a une interaction terrible entre d'abord les Chinois, entre eux, entre les différents, parlons comme ça, tribus auxquelles ils appartiennent dans leur pays d'origine, et maintenant l'État chinois. Et cette organisation, ça dit, se déporte ici. Ouais. Donc, vous touchez un Chinois, vous avez touché tous les Chinois. Les Libanais sont organisés au Cameroun, monsieur Goff. Très organisés. Les Indiens sont organisés. Mais face à eux, est-ce que les Camerounais sont organisés? Oui, monsieur Robert, il est isolé. Face aux Chinois, les Camerounais vont toujours en rang dispersé devant eux. Allez voir quelle est l'organisation des commerçants camerounais là, qui est réellement élevée. Je ne dis pas les fautes que les gens font là dehors. Une vraie organisation pour affronter les Chinois. Parce que là aussi, il faut... Si nous critiquons l'État, mais il faut aussi que nous on crée les conditions pour mener l'État, à un moment donné, à avoir certains comportements. C'est ça l'organisation. Donc les Camerounais ont perdu ces réflexes-là. Ils pensent que ça tombe du ciel. Non, il faut s'organiser. Il faut par exemple que le secteur dans lequel M. Robert Etundi travaille, n'est-ce pas, le secteur dans lequel il évolue, ils doivent s'organiser. Pour que les choses comme ça ne passent plus, n'arrivent plus. Parce qu'ailleurs, si vous touchez un Robert Etundi ailleurs, l'organisation, sa profession estime que c'est elle qui est touchée dans son ensemble. Vous allez voir une organisation devant vous. Ça fait reculer, ça fait réfléchir. Même le commissaire, même le policier qui est en face, qui veut jouer, hein, il va réfléchir par deux, parce qu'il va savoir que j'aurai en face une puissante organisation. Vous comprenez? Donc, tant qu'on est en rang dispersé et qu'on ne peut pas payer le prix en matière d'organisation, vous comprenez, hein? Je ne dis pas les associations domestiques pour faire des histoires que les nègres savent faire là. Non, il dit une vraie organisation. Vous avez un secrétariat, vous avez une représentation, vous êtes organisé, chacun coaché chaque mois. Vous avez une université de votre profession qui forme les gens. Mais on va pas s'amuser avec vous. Donc voilà de mon point de vue les différentes raisons qui peuvent expliquer cette situation. Robert Etundi, dites-moi, lorsque vous êtes arrivé justement au commissariat, vous avez signé un papier, et lui également il a signé un autre papier, sur lequel il a déclaré sur sa parole qu'il vous rembourserait ou alors qu'il vous donnerait votre argent. Tout à fait. Le commissaire a été même surpris par quand je lui ai ramené les faits et la copie de la lettre où le Chinois envoie une lettre de rupture de contrat. Moi, je viens ici ce matin, M. Ngos. C'est tout à l'heure, monsieur le président Barakani parlait de l'organisation. Justement, c'est que les Camerounais s'organisent. C'est pour ça que je suis là ce matin. L'État ne nous aide plus. Je crois que M. Simo l'a parlé. Il y a tellement de crises. Il y a tellement de crises. On se sent orphelin. Donc, organisons-nous. Oui. Organisons-nous.
Je fais un peu j'ai une autre vie, je suis transporteur, on a un syndicat. Je suis même par ailleurs même président régional de ce syndicat. Bravo. Mais je vous dis, M. Mbandakani, notre ministère de tutelle nous torpille. Elle dit que c'est, je vous dis, si je rentre dans les détails, l'État vous combat. L'État vous combat. Vous avez le transport terrestre, on a un bailleur de fret qui est là, mais qui alimente Yaoundé. Et le fret au Cameroun n'est pas réglementé. Pourtant, les textes sont là, le commerce, c'est clair là-dessus. Le Milcommerce dit, vous partez de Douala pour Koussiri, c'est tel montant. Mais ce n'est pas respecté, ce n'est pas réglementé. Ce n'est pas réglementé. Et à un moment, nous, on a fait une correspondance pour dire au ministre du Commerce que le fonctionnaire qu'on affecte à Koussiri, le morceau de savon à Douala qui coûte 300 francs, à Koussiri va coûter 500 francs. Le fonctionnaire qui va à Koussiri, il n'a pas, on n'augmente pas son salaire parce qu'il est à Koussiri. Mais le commerçant qui prend le camion de la marchandise en Bopi pour Koussiri, je vous dis, laisse en route 250 000. Ça veut dire que c'est des postes de péage. Qu'on a créé. Qu'on a créé, c'est 250 000 francs. Le commerçant n'est pas un philanthrope. Donc il répercute ça sur le morceau de savon. Et du coup, le fonctionnaire qui gagnait 100 000 à Douala, qui ça va gagner 100 000 à Koussiri, comment il fait pour s'en sortir? C'est la corruption. C'est la corruption. Donc, qu'est-ce qu'on demande? Nous, on a même proposé à l'État du Cameroun, ok, donnez-nous, nous sommes prêts, donnez-nous des postes de péage. Ça veut dire, dites que, ok, le gars qui doit là pour Koussiri, qu'il va dans le trésor public, je prends un montant comme ça, 50 000. Et qu'en route, on ne demande pas qu'il n'y ait pas de contrôle. L'État doit faire de contrôle, mais quand la voiture, quand c'est conforme, il passe. Mais qu'on paye 50 000, que ces 50 000 francs-là, de tout ce qu'il y a comme camion au Cameroun, transport, qu'on distribue, que ce soit comme des primes aux forces de maintien de l'ordre. Mais qu'on nous laisse travailler en paix. Je sais bien que vous me dites, hein, quand vous parlez de postes de péage, c'est des postes de police dans lesquels vous devez... C'est des postes de police, gendarmerie, Bachi, c'est ça. Non, nous appelons ça des postes... Non, vous ne devez pas créer le problème, il fallait que tout le monde le sache. Voilà. Parce que je suis quand même là pour les téléspectateurs. Il faut qu'ils sachent. Donc, c'est des... Voilà un peu comment ce fonctionnaire, comment il fait pour s'en sortir. C'est la corruption qui devient son mode de vie. Qui devient son mode de vie. Donc, et vous écrivez tous les jours, quand vous lancez un mot d'ordre de grève, c'est on vous muselle, on fait... Le ministre des Transports, lui, à la limite, quand vous faites, il dit, vous êtes des agitateurs. Donc, ces gars ne travaillent pas pour le Cameroun. Ils s'en foutent. Monsieur Hugo, je reviens un peu là-dessus, parce que c'est aussi un de mes métiers. Les Tchadiens ont menacé de quitter notre corridor. Oui. À Yaoundé, c'était tranquille et ça ne met personne. Et comme nous, c'est l'inter-syndicat, ça veut dire tous les Sénégal sous-région, nous avons créé une fédération, nous sommes bien organisés. Il m'est arrivé d'être avec le président du syndicat tchadien, quand il vient au Cameroun, on fait du porte-à-porte. Parce qu'à un moment, vous voyez les travaux d'aménagement de l'entrée est de Douala. Oui. Les camions se sont retrouvés dans la débandade. Donc, nous, les Camerounais, nous savons moins pouvoir garer nos camions parce que tu peux le garer quelque part. Mais les Tchadiens, les Centrafricains qui arrivent, ils étaient à la merci. Et ça fait des vols et tout. On est allé voir le port. On est obligé d'aller voir le port qui a donné. Mais entre-temps, les gars avaient déjà négocié, passé par le Soudan. Mais les gars étaient tranquilles. Il a fallu que j'aille voir un monsieur au port. Vraiment, quand c'est bien, il faut le dire. Monsieur Pazage, j'ai oublié de le citer comme ça. Qui a trouvé l'espace pour les Tchadiens et les Centrafricains. Vraiment, il a pris ça sur lui. Parce que je dis, sinon, ces gars, ils vont partir. Parce que c'est les batteries qui sont volées, c'est les roues qui sont volées et tout. Mais à Yaoundé ou à Douala, tout c'est tranquille. Nous sommes même allés à la communauté urbaine de Douala pour dire à la communauté, donnez-nous l'espace. Monsieur Antoine ne nous a pas reçus. Hein. Il ne nous a pas reçus. Mais vous rendez compte ça. Et maintenant, c'est nous qui faisons, parce qu'on s'est dit, mais si ces gars partent, le pays perd beaucoup. Le pays perd beaucoup. Mais en retour, vous avez le ministre des Transports qui passe son temps à faire le cinéma, à la limite à vous insulter, à vous maltraiter, à la limite, on vous menace. Voilà. On vous condamne tous les jours, on vous prend pour des agitateurs et tout. Donc, on n'est pas là pour ça. Bon, on n'est pas là pour ça. C'était pour répondre au président Mbandakani qui a soulevé un côté de on vous comprend, Simon. On va revenir avec vous dans un instant. Donc, pour dire que, voilà. Donc, moi, je viens ici pour dire aux Camerounais, le montant n'est même pas le plus important. Organisons-nous. L'État nous a laissé à nous-mêmes. Ils s'en foutent de nous. Ils sont là pour... Donc pour vous, l'État ne vous protège pas face aux étrangers. Face aux étrangers.
Donc, vous, tout le monde, mes prédécesseurs ont bien expliqué comment ça se passe. Le gars sait qu'au lieu de donner 9 millions à M. Toundi, il fait un calcul. Hein. 9 millions 200 000, il faut bien préciser. 200 000, je peux dépenser 3 millions en allant donner et tout, enfin, je gagne. Donc, le gars, il fait un calcul simple, c'est tout. Et il sait qu'au bout d'1 an ou 2 ans, il est expatrié, il va partir. Et l'affaire est classée. Et tu vas te fatiguer. Et tu vas te fatiguer. Parce qu'il sait que ça va aller, le gars au commissariat, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller au parquet. Et c'est du dilatoire, on va renvoyer, après c'est fini. Vous allez dépenser de l'argent qui va me dépasser justement. Justement, donc, moi je viens dire aux Camerounais, il faut qu'on dénonce, il faut qu'on s'organise. Alors, qu'on se sente chez nous, et que les étrangers qui arrivent chez nous, qui respectent des Camerounais. Parce que ça se passe ailleurs. Moi j'ai été au Gabon, à un moment au Gabon, c'est comme il a dit tout à l'heure, le Gabonais d'abord. Et c'est comme ça. C'est-à-dire quand vous arrivez à l'aéroport, déjà, nous, les Camerounais, on vous dit, les Camerounais, mettez-vous d'un côté. Donc, comme pour te dire, quand tu arrives ici, respecte le Gabonais. Moi, il m'arrivait pour la petite histoire, des fois, quand il m'avait fait le sport le matin, j'allais avec mon passeport. Parce que quand tu es dans le taxi, on vous dit, on vous demande de sortir. Il a dit, pour le contrôle, vous ne donnez pas le passeport, il faut sortir. Ils n'avaient pas, les Gabonais n'ont pas tort de le faire. Que le Cameroun revienne à ça. Qu'on nous respecte, on ne demande pas de chasser les étrangers. Non, ce n'est pas ça le débat. Mais qu'on respecte les droits des Camerounais. Les ménagères dans les maisons de ces étrangers sont des esclaves. C'est des choses, c'est des objets. Mais il faut voir, moi j'ai connu à un moment aussi dans le placement du personnel, on envoyait souvent des filles aller travailler à l'époque à l'étranger, mais c'est des esclaves. On a dû arrêter ça, c'est des esclaves. C'est l'esclavage, les filles qui allaient travailler dans des pays. On n'a pas voulu justement, il faut le dire, hein, toucher la sensibilité de notre éducation. On a des images. Des images, voilà. Et des images vraiment atroces. Des horreurs. Moi, on n'a pas besoin justement de les montrer à notre éducation. Nos fonctionnaires, tout le monde sait que c'est le problème de ce Cameroun, c'est des fonctionnaires. Oui. Donc, ils ne pensent pas pour le Cameroun. Les gars pensent pour leur business. Donc, j'ai dit aux Camerounais, parce que quand vous les voyez dans les laboratoires, moi j'ai dit qu'ils sont dans les laboratoires, hein, vous avez eu l'affaire de 2018, le présidentiel et tout, vous savez que ce qui nous ont sorti, c'est le tribalisme. Ça c'est pour nous distraire. Les vrais problèmes sont là, ça veut dire, parce que les Camerounais se retrouvaient à avoir un travail décent, ça veut dire vivre normalement. Il y a des choses pour lesquelles on ferait la politique parce que c'est un devoir. Oui. On a fait la politique parce que c'est un devoir, mais aujourd'hui c'est un mal-être. On a la crise anglophone. Moi je croyais qu'avec la crise anglophone, les mentalités de nos dirigeants allaient changer. Parce que la crise anglophone nous parle. Pourquoi on est arrivé là? Alors aujourd'hui, comme ils ne veulent pas écouter, nous, qu'on s'organise et que les étrangers comprennent qu'ils sont chez nous au Cameroun, alors qui respectent des salaires, qui respectent les salaires qu'ils doivent donner aux Camerounais. Le président Barakan disait tout à l'heure, là, si vous voyez ce monsieur, moi j'ai enquêté son parcours, il a commencé vigile. Mais naturellement, il arrive au Cameroun, on le met directeur général. Comme d'habitude. Donc, pour dire que, vraiment, quand vous asseyez, est-ce que... il y a un background. Est-ce qu'il y a un background pour pouvoir? Mais, il arrive, ils ont étudié le système, on dit, voilà comment ça se passe au Cameroun. Donc, il y a un problème. Donc, que les Camerounais qui restent dans leur maison, qui subissent ces injustices et qui restent tranquilles, j'ai dit, non. Dénonçons, organisons-nous et mettons fin à ça. Merci, on va revenir avec vous dans un instant. Le temps pour moi de lire quelques messages sur WhatsApp. Bonjour DBS, ce matin, nous n'avons pas le live ce matin, dommage. Bonjour à tous les panélistes, je ne sais pas quel thème est débattu ce matin. Je voudrais m'indigner sur l'assassinat immonde de notre compatriote à Mouyouka. Il faut que ça cesse. Les pays qui hébergent les donneurs d'ordre doivent arrêter leur double jeu. C'est comme Patrick depuis la Suisse. Je vais prendre également un autre message. Bonjour Monsieur Ngos, nous sommes le seul pays au monde où les étrangers sont à l'aise que dans leur propre pays et avec la complicité de nos dirigeants. Une prostituée tchadienne qui met en prison un vaillant militaire pour n'avoir pas payé l'argent de sa prostitution du jamais vu dans le monde. Voilà autant de choses qui se passent. Hein. Simo, moi je vous poserai la question. Jusqu'à preuve le contraire, on a toujours la complicité de nos propres frères qui protègent justement les étrangers, même quand nos propres frères ont raison. Monsieur Gauche, cette histoire part de très très loin. Parce que quand on tombe, on ne regarde pas seulement là où on est tombé, il faut voir là où vient le problème. Déjà, l'école nationale d'administration est la base de tout. Quand vous êtes dans un endroit, on vous dit vous êtes des commandeurs. Quand vous sortez de là, c'est pour aller négocier. C'est pour commander. C'est pour commander. Et commander, c'est le bâton. C'est les armes, c'est pour fouetter. Non, il faut revoir fondamentalement la formation qu'on donne à nos administrateurs. Ce n'est pas possible.
Et il y a des termes qu'on a employés pendant l'esclavage qui sont encore courants dans nos écoles d'administration, que ce soit la police ou la gendarmerie. Il faut changer. Si on ne change pas, cette histoire ne va pas s'arrêter demain. Et je voudrais rappeler ici, M. Ngos, beaucoup de fonctionnaires ne savent pas qui sont les ouvriers. Ils sont nos ouvriers. Tu peux avoir ton gardien, tu le payes tous les fins du mois, et quand c'est le même gardien qui veut te tuer. Qui veut te tuer. Quand tu viens pour rentrer, je vais te dire, si je ne me donne pas de l'argent, je ne rentre pas chez toi. Parce que le fonctionnaire, c'est l'argent des impôts que tu donnes qui le paye. Que tu sois gouverneur, n'importe quoi, président de la République. Tu n'as aucune autorité, c'est le peuple qui te commande. Il faut que les gens l'intègrent. Tant qu'on n'a pas compris. Parce que moi, j'ai gueulé plusieurs fois. J'ai dit, mettez-moi là où vous voulez, je suis mort depuis. Je suis mort. Vous voulez tirer, faites ce que vous voulez. Parce que je vais dans un endroit. Je préfère taire. Toujours dans des histoires d'administration. Je trouve 2 personnes au secrétariat qui sont en train de bavarder. Je les salue. Elles ne me répondent même pas. Elles sont en train de causer tranquillement. J'élève le ton, je dis, mesdames, votre patron vient, il vous parle, vous ne pouvez pas vous lever pour le saluer, pour le recevoir. Je fais tellement de bruit. Un monsieur sort du bureau, il dit, monsieur, qu'est-ce que je dis? Parlez à vos putes qu'on ramasse dans les quartiers. Je suis le patron ici, c'est moi qui commande. Si je ne paye pas les impôts, vous n'avez pas de salaire, vous n'avez pas de lycée, vous n'avez pas le taxi, vous n'avez pas l'essence dans votre voiture. Vous ne savez pas loger. C'est moi qui paye et je suis patron. Quand je viens ici, on doit me respecter. Donc, le monsieur m'appelle dans ce bureau, il me dit, monsieur, asseyez-vous. Il me dit, vous avez entièrement raison, mais nous, non, beaucoup de gens ne le savent pas. Nous qui travaillons, on ne sait même pas que c'est vous qui sommes nos patrons. J'interpelle ici tous les Africains, tous les Camerounais, à savoir que toi qui payes l'impôt, quand tu payes un bout de pain, c'est avec ça qu'on paye le fonctionnaire. Il n'a pas une plantation, il prend de l'argent. Tant qu'on ne l'a pas intégré, on va passer tout le temps à se comporter comme des fonctionnaires. Ils étaient des patrons, ils ne sont pas des patrons, c'est des ouvriers. C'est nous qui les rendons ce qu'ils sont. Si on leur dit ce qu'ils sont, ils vont comprendre. Et si on refuse de donner, ils vont travailler. C'est nous qui encourageons. Je suis désolé. Ça peut déplaire. Mais je dis encore une fois, tant qu'on te suit en route, le monsieur reste en savoir, à côté d'une moto, tu descends de la voiture pour aller lui donner de l'argent. Il fait de toi son esclave. C'est toi qui as créé la situation. Si tous disent on ne le fait pas, chacun doit reprendre sa place. Et même le chef d'État, que ce soit ministre ou n'importe quoi, il n'est rien si tu ne payes pas les impôts. Ils n'ont pas une plantation, bon sens. Qui monte une plantation, ils prennent de l'argent pour entraîner ses enfants. C'est nous qui sommes responsables. Et je voudrais dire, à la suite de ce que Banakani a dit, cette histoire, c'est pas seulement au Cameroun. Lui et moi, on a vécu une affaire au Bénin où un monsieur Bamba, Eyoum Bamba, il travaillait dans une société de peinture. Ou c'était un Turc ou c'était quoi. Mais il a maltraité un monsieur qui est parti recruter quelque part pour faire de sa société une très grosse entreprise. Ce monsieur un Libanais. Il a transformé la société de ce monsieur. C'était au Bénin, ça. C'est un Camerounais qui est au Bénin. Il est marié à une Gabonaise. Ça vous dit que le problème est récurrent, c'est partout. On a défendu cette histoire pendant des années. Vous pouvez imaginer? Non, c'est pas un problème propre au Cameroun. C'est un problème de colonisation. Le système qu'on a mis en place depuis la colonisation, l'esclavage. Et tout simplement parce que on est venu en Afrique avec le fouet et la Bible. Le fouet et la Bible. Oui. Allez-y, on vous suit. Et on a tout déposé, on a utilisé et le fouet et la Bible. On vous fouette et on vous dit non, allez, crois en Dieu, Jésus va vous sauver. On ne vous donne pas l'occasion de vous défendre. Si on vous dit de la joue gauche, tendez l'autre joue. Est-ce qu'ils sont prêts à le faire? On dit heureux les pauvres, quand ils iront au ciel. Est-ce qu'ils sont pauvres chez eux? Moi, j'étais chez eux, j'ai dit à un milliardaire que, mais monsieur, vraiment, j'ai l'impression que heureux les pauvres, ils iront en ciel. Laissez-moi votre place. Je préfère aller en enfer en ayant tout le bien que vous avez. Malheureusement, il m'a dit, monsieur, vous venez faire la révolution ici, rentrez chez vous. Authentique, non, il faut arrêter. On a noyé l'Africain dans une tasse, dans un verre d'eau. Et on est resté là-dedans. On ne réfléchit pas. On est là à réciter. Je dis, sortons de la classe alors à l'école. En classe, on récite. Exactement comme mon frère, à ma droite, il récite. Il récite toutes les histoires là. Mais il n'est pas sorti de la classe pour aller à l'école. Il faut qu'on sorte de la classe pour aller à l'école. L'école, c'est l'histoire, la vraie histoire de l'Afrique. L'histoire qu'on a cachée pendant des années, on a fait de nous des objets qu'on manipule comme on veut et quand on veut. Et ça s'est installé partout. Et finalement, quand les gens arrivent justement ici, ils s'installent justement sur le même critère et ils savent pertinemment que déjà, les Camerounais maltraitent également d'autres Camerounais. Vous connaissez l'histoire de Bolloré avec les plantations de palmiers au Cameroun. Oui. Où des jeunes enfants sont utilisés sans gants, sans bottes,
D'abord des enfants qui n'ont pas l'âge de travailler dans les plantations parce que c'est à risque. Vous voyez un peu, parce que quand on parle seulement, on croit que les Français sont idem ou bien ne sont pas dans la même logique. Parce que aujourd'hui, quand nous regardons toutes ces situations, le système colonial continue encore. C'est pour ça que nous pensons que nous n'avons pas encore obtenu une certaine indépendance. Parce que quand vous n'obtenez pas l'indépendance économique, vous resterez prisonnier. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Parce que quand vous regardez toutes ces entreprises, ces multinationales, ils nous volent, ils nous violent, ils font tout de nous. Vous savez ce qu'Orange fait. Ils volent, ils violent. Qui va l'arrêter? Parce que même l'arrêté qui est censé réguler... Zéro. Il ne régule rien du tout. Aujourd'hui, ils ont des petits contentieux. Mais écoutez, vous savez combien Orange nous vole chaque jour? Parce qu'à chaque fois, un 10 francs s'en va. Peut-être vous négligez. Quand vous avez 10 francs qui disparaissent dans votre communication. Multiplié par... Ils se vantent qu'ils ont combien? Si c'est 4 millions d'abonnés. 10 francs par 4 millions d'abonnés qu'ils volent. Ça, c'est sur un domaine. Vous allez revoir en tous les niveaux. Donc, vous comprenez qu'il y a un esclavagisme qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il faut dénoncer avec la dernière énergie. Parce que la vérité, c'est que, en dehors des problèmes coloniaux, en dehors de la corruption, en dehors de tout ce que nous disons, nous avons d'abord nous-mêmes un problème de pauvreté morale. Nous sommes pauvres moralement. C'est pour ça qu'on peut trembler devant 10 000, 20 000, 50 000. Tu bafoues ton autorité à cause des petites choses, parce qu'on est pauvre moralement, parce que on croit. La preuve en est, citez-moi les enfants d'un policier corrompu qui a déjà réussi. Il n'y en a pas. Les gendarmes. Magistrats, tout ça. Magistrats. La plupart deviennent des lesbiennes, des PD, des fous, des drogués. Allez voir, hein. Pas tous, hein. Pas tous. Mais je dis bien la plupart de tous policiers, gendarmes, magistrats, procureurs qui a corrompu, je précise bien, qui a vendu sa morale, son autorité pour de l'argent. Il n'est rien. Il n'est rien. Sa progéniture est dans les problèmes. C'est sa femme qu'on couche partout parce que la même corruption continue dans son propre foyer. Oui, clair. Donc c'est des choses, cette pauvreté morale-là doit nous interpeller. Que, mais attention, nous n'allons pas continuer à prendre les cas comme pour M. Robert Etoundi, s'asseoir dessus et pensant que non, nous allons nous en sortir. Ok, l'Indien va venir vous donner sur les 9 millions ou presque 10 millions, il va venir vous donner 2 millions et vous croyez que vous avez fait une très grande chose. Mais dans les même 1 million là, ou 2 millions, vous allez payer les conséquences de ça. Ah ouais, pendant des années, des siècles. Pendant des années. Donc, cette pauvreté morale nous a amené à nous soumettre à des situations, à des choses qui ne nous permettent pas de nous développer. Donc, il faut interpeller. Parce que quand un monsieur comme Bolloré, on entre dans les privatisations, qui lui a donné ces privatisations? Qui lui a permis d'avoir ces concessions? Camara et tout ça. Qui lui a permis? C'est des Camerounais. Alors, quand on lui donne à 1 franc symbolique, on lui donne, par exemple, on lui avait donné le terminal à conteneur à 1 franc symbolique. On prend Camara et on lui donne ça. Et d'ailleurs, même l'État du Cameroun continue à lui donner l'argent que, bon, vraiment, il faut investir pour que tu développes notre rail. Donc, quelqu'un qui vient, il dit que je suis capable de faire du rail, de travailler sur le rail et d'investir. C'est le Cameroun encore qui prend de l'argent qu'il lui donne pour investir. Donc, vous comprenez que la corruption n'est pas seulement le problème, mais nous sommes encore pauvres. Tellement pauvres que nous sommes prêts à vendre notre frère pour 10 000. Pour 10 000. Je ne sais même pas, même si c'est 10 millions. Donc aujourd'hui, quand vous regardez la situation des Indiens, la situation des Chinois, la situation des Libanais, ah les Libanais. Oh, les Libanais. Les Libanais. Oh là là. Ça, d'abord le salaire de misère. Ils ont pris d'abord nos sœurs, ils ont fait des esclaves. La maltraitance à tous les niveaux. On a assassiné une fille à Maïma. Vous vous rappelez, on a assassiné une fille à Maïma. On n'a rien dit jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, les enquêtes sont où? Donc, vous comprenez que ces gens sont dans une logique. On a fermé la boutique pour un temps. Hein. Après, bon,
allez, c'est ouvert là, ça va, ça marche. Mais les conclusions de l'enquête sont où? Pourquoi? Parce que des gens ont porté des mallets d'argent, sont allés verser quelque part et on a oublié le dossier. Et les magistrats là, d'autres sont promus, d'autres ont eu on sont en train de construire des maîtres maisons. Et vous êtes surpris que dans les endroits comme Denver, Bonapriso, il y a eu des incendies imaginés. Donc on ne sait pas d'où l'incendie vient. Ça consume la maison où tu as construit avec le sang des gens. Parce qu'en réalité, c'est de la criminalité. Ces gens sont des criminels et ils s'associent à des criminels pour davantage détruire les vies. Parce que quand vous prenez M. Itoundi, vous le retenez 10 millions de francs CFA. Messieurs, vous imaginez, chef de famille, il a une femme, il a des enfants. Il a pris des engagements. Il a pris des engagements dans la banque. C'est pour qu'il fasse quoi? C'est pour qu'il meure. Le problème, c'est que la logique, c'est que M. Itoundi doit mourir. Oui. Donc vous êtes complice d'un assassinat. Donc tous ces gens aujourd'hui qui entrent en connexion avec ces étrangers pour détruire leur propre frère. Mais parfois même vous êtes surpris. Quand ces étrangers arrivent, ils disent bon ok, on va donner 2 millions de salaire à tel. Ah, c'est le Cameroun qui dit non. Il ne mérite pas 2 millions de salaire. Ouais. Donnez-lui 500 000. Un étranger vient avec de bonnes intentions, mais à cause de notre pauvreté morale, on finit par le détourner de ces bonnes intentions. Ça, c'est pour ceux qui viennent avec de bonnes intentions. Mais il y a ceux, comme le président Badakani disait, on les a déjà briefés, on l'a dit non, c'est des gens... Vous allez dans la forêt. Oui, vous allez quelque part là, bon, voilà comment vous allez gérer. Il suffit juste d'aller à tel endroit, vous avez la solution. Et d'ailleurs, même ils sont nombreux des Chinois qui ne se baladent qu'avec la carte de visite des procureurs ou bien des commandants. Dès que tu commences à dire, il te présente la carte du commandant. Pour lui, c'est son passeport, c'est lui. Mais il faut qu'ils comprennent que le jour que le Camerounais ou bien l'Africain va décider de faire ce qu'eux, ils ont fait en Chine, à un moment donné, où des étudiants étaient massacrés, que ce soit en Inde, que ce soit un peu de partout là, surtout au Liban, où nos sœurs sont martyrisées, maltraitées, esclavagisées. Le jour que l'Afrique, heureusement, ce n'est pas dans nos gènes. C'est vrai, heureusement. Nous, la méchanceté n'est pas dans nos gènes. La rancune n'est pas dans nos gènes. Heureusement. Heureusement. Mais, quand la goutte d'eau va déborder le vase, nous serons obligés de réagir. Pourquoi ? Parce que simplement, le monde doit comprendre que nous existons. La bataille, notre survie en dépend aussi parce que ils veulent en réalité faire disparaître le noir. Ils veulent faire disparaître le continent africain. En fait, faire disparaître l'Africain dans son propre continent. Parce qu'on veut faire du continent africain leur comptoir, leur garde-manger. Donc, ils peuvent se servir quand ils veulent, comme ils veulent. Alors qu'en réalité, il y a des personnes qui existent. Et nous pensons aujourd'hui qu'il faut aller à cette bataille, à cette conquête de notre souveraineté. Parce que si nous n'allons pas à cette bataille, parce que vous ne pourrez pas me dire qu'il n'y a plus de Camerounais qui peuvent faire le rail, ou bien qui peuvent faire ces choses-là que aujourd'hui ces multinationales nous font croire que non, c'est eux qui ont l'expertise. Monsieur Itoundi a pris l'exemple de celui-là, de cet Indien, ancien vigile. Ils sont nombreux. Il est directeur général ici. Ils sont très nombreux d'ailleurs. Il y a ceux qui étaient des anciens prisonniers. Ils sont nombreux, des anciens prisonniers. Donc en fait, il est venu travailler sa corvée au Cameroun. Mais il vient travailler sa corvée au Cameroun étant directeur général. Donc vous comprenez le paradoxe. Mais j'ai vu une société chinoise qui faisait des routes vers, quelque part. Et les employés décident le matin qu'ils ne vont pas dans les chantiers. Parce qu'on doit les payer et on doit augmenter leur salaire parce que voilà les conditions qui ont été fixées. Le gars, son interprète, il avait un interprète, il dit que mais si cela ne veut pas, on va chercher d'autres travailleurs qui vont venir travailler et ils vont accepter le même prix. Et le sous-préfet débarque, il intime l'ordre à ces gens d'aller travailler de manière obligatoire. Mais ces gars ont dit, mais monsieur le sous-préfet, ce n'est pas vous. Ou bien, ok, prenez vous-même vos enfants, prenez vous-même et allez au chantier travailler. Il dit non, ok, si vous ne voulez pas, on va recruter les autres. Ces gars ont bloqué que même des autres emplois, d'autres gens qui venaient qu'on voulait recruter pour travailler, qui ne puissent pas travailler. Mais ils ont été massacrés. Ils ont été tabassés. Vous comprenez un peu? Et avec même le concours de ceux qu'on voulait recruter. Donc, vous comprenez un peu le niveau de mentalité. Pourquoi ces Chinois-là ne vont pas? Et ils dorment dans quel genre de conditions?
Parce que vous imaginez, vous prenez des travailleurs, vous allez dans un axe où il n'y a pas de domicile, parce que vous travaillez jusqu'à tard dans la nuit, et vous ne pouvez pas rentrer. Ils dorment dans les voitures de chantier. Donc, ils dorment avec le béton, ils dorment avec les pelles, ils dorment avec les brouettes, dans la rue et avec les moustiques. Donc, dans ce genre de conditions, comment on ne va pas dire que nous, les Africains, nous sommes trop bêtes? Mais nous pensons que cet Africain-là a changé. Nous avons quand même un peu d'intelligence. Et dans cette intelligence-là, nous savons distinguer le bien et le mal. Nous savons distinguer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Donc, ne poussez pas le bouchon loin, parce que l'Africain connaît être fou. Merci, je vais revenir avec vous dans un instant, le temps pour moi de lire quelques messages. C'est la faute du gouvernement. L'État a légalisé la corruption car en mettant le SMIC très bas, ils savent qu'ils iront compléter leur salaire sur le terrain. Un pays où l'État a laissé les travailleurs en disant que le salaire se négocie entre l'employeur et l'employé, dont l'État ne le protège pas. Les étrangers savent que pour le problème des autorités, c'est 10 000 francs. Bon, il nous a pas laissé son nom d'ailleurs. Bonjour le panel, merci DBS qui aborde ce thème très important de l'actualité, mais il n'a pas que des étrangers qui violentent et abusent des Camerounais. Nos propres compatriotes opérateurs économiques sont dans le même jeu et parfois sont même pires que les étrangers. En ma qualité de président de syndicat, j'ai en main en ce moment un dossier très important qui implique un compatriote supposé intouchable. Je souhaiterais rencontrer M. Etundi, Bandakani, Simo, M. Ngos pour une assistance au suivi de ce dossier. Si je peux avoir leur numéro hors antenne, je pourrais les contacter. Merci, il s'appelle Polycarpe Paglan depuis Douala. On vous suit, ne vous inquiétez pas. Bonjour DBS, moi c'est Mambou. Vraiment, chères autorités camerounaises, quand on signe des conventions avec les étrangers, on protège d'abord les intérêts de la population. Comment comprendre que même un petit commerce qui nous permet au moins de survivre soit retourné en faveur des expatriés? Il est inadmissible que même les Chinois viennent chez nous pour faire les beignets au même titre que ma maman. Je salue d'ailleurs la pertinence du président Bandakani qui soulève la maltraitance des Camerounais par ces expatriés racistes dans notre pays où nous sommes censés être protégés. Toutefois, je rends hommage à Sa Majesté Evinango Irène, chef de 3e degré dans le village Campo-Akribi, qui a barré la route aux camions des expatriés protégés par les sous-préfets qui ne cessent de détruire le peu de route dans nos villages. Je cite: tu n'es pas mon supérieur, tu es mon collaborateur, tu es le sous-préfet, je suis le chef du village. On se rappelle très bien. Merci de nous avoir rappelé cela. Vous également. On vous comprend. Bonjour à vous sur le plateau. Si l'État même ne combat pas sa propre population, en le maltraitant, comment l'étranger ne va pas être roi chez nous? C'est Machiavel, il ne nous dit pas d'où il nous écrit d'ailleurs ce matin. Quand on fait au bon Dieu le mérite quand on fait au bon Dieu de mériter un tel sort, tous les pays limitrophes de notre pays nous malmènent chez eux. Et à ma grande surprise, même chez moi, au Cameroun, je suis malmené. Il faut qu'on dénonce. C'est signé Gadola Garé. Je pense qu'il doit être de l'autre côté de l'extérieur, entre le Tchad et le Cameroun. Certains barons en Afrique mettent en faillite les entreprises d'État pour financer ces entreprises en mettant en avant l'étranger. Il est possible de prendre en compte les plaintes des citoyens. Pour mettre fin à ces problèmes, les chefs du personnel sont envoyés par l'État togolais pour freiner le zèle de ces étrangers depuis 3 ans. Ahmed, depuis le Togo. Bonjour DBS, ce matin je salue le président Bandakani pour son intégrité et sa polyvalence. S'il y avait 10 Africains comme lui, l'Afrique aurait son indépendance totale. Frédéric Ndéné depuis Lomé au Togo. On va vous lire dans un instant. Président Bandakani, il y a également l'autre problème. Vous avez suivi d'ailleurs certains de nos utilisateurs qui font comprendre que même nos propres compatriotes qui ont parfois des entreprises, ils sont des opérateurs économiques, maltraitent souvent leurs propres employés. Autre chose également, on ne va pas également oublier que chaque fois qu'un blanc, peu importe d'ailleurs, quelqu'un qui a la peau blanche, on a l'impression qu'il est Dieu. Et en ce moment-là, on devient sous-homme. Oui. Je voulais repréciser quelque chose. Oui. À la suite de mon compatriote en face, en fait, quand il parlait de pauvreté morale, c'est-à-dire qu'en fait, c'est avec ça que les Camerounais jouent. J'ai dépensé dans cette affaire près de 2,5 millions. Ça veut dire que je préfinançais, il fallait réceptionner les marchés et tout. J'ai commis, entre guillemets, j'ai fait confiance à mon frère camerounais, donc le conseil de l'Indien. J'ai transféré les SMS, ça veut dire des engagements que j'ai pris. J'ai transféré, le gars a compris que M. Toundi est dos au mur. Donc, vous voyez un peu. Donc, comme pour dire, ok, vous avez reçu, ils vont recevoir cet argent. Mais
cette pauvreté morale, ça veut dire vous faites du mal, vous avez conscience que, ok, monsieur Toundi, il a pris l'engagement, il est faible. Voilà, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut. J'ai dit, il faut qu'on grandisse dans cette mentalité. C'est ça aussi, ça veut dire, c'est bien qu'on interpelle notre État, qu'on interpelle, mais que nous-mêmes, moralement qu'on change. Qu'on change. Donc, comme pourquoi l'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Président, à vous, hein, maintenant la parole. Mais vous savez, tout a été dit sur ce plateau. Plus que 5 minutes un peu sorti de cette édition. Je me rappelle, d'ailleurs, le chef de l'État de ce pays lui-même, dans au moins 3 discours, a posé sur la table de la nation la question de la décrépitude morale de notre pays. Il a demandé aux autorités morales, religieuses, traditionnelles, de l'aider. Moi, j'ai le discours. Bien sûr. Pour reconstruire la morale collective. Donc, c'est un problème sérieux. C'est-à-dire, le président dit que rien de bon ne peut se faire dans notre pays si le délabrement moral est en train de continuer. Il ne sait même pas ce qu'il a soulevé ce matin. Bien sûr, c'est même l'objet l'idée de la pauvreté morale. C'est-à-dire qu'il y a des gens, payés même 100 millions par mois, ils sont moralement pauvres. Ils seront toujours corrompus. Il y en a au Cameroun. Et il y a des fonctionnaires dans ce pays qui ont un salaire, qui ont des primes extraordinaires. Qui ont une maison, une voiture, de carburant. Mais il n'est pas capable de recevoir quelqu'un dans son bureau et de lui rendre service. Il n'est pas capable. C'est un problème, c'est sérieux. Et il faut que Dieu nous aide. Et là, je dis à mon ami Simon, moi je marche avec la Bible. Hein. Moi et toi, on mène le combat depuis 30 ans. La Bible ne permet pas aux gens de faire ce que les gens font là. Qui a écrit la Bible? Je dis que je ne veux pas savoir qui. C'est pas le débat de la Bible ce matin, monsieur. Encore que je sais très bien qui a écrit la Bible. Ce n'est pas ce que tu imagines. Ce n'est pas ce que tu imagines. Mais je dis que moi et toi, on mène le combat depuis 30 ans. As-tu vu dans mon comportement un dérèglement il y a au fait que je lise la Bible? Ça n'a rien à voir. Vous allez regarder les gens moralement comment? Si, à l'appel du président qui dit que l'affaire, si moi-même me dépasse, venez m'aider avec cette affaire. Vous ne pouvez pas construire un pays où un ministre qui est chargé, n'est-ce pas, de la promotion sociale, parlons comme ça, il vante le fait que le SMIC au Cameroun soit de 36 000 francs. C'est-à-dire qu'il fait une conférence pour dire comment c'est une grande avancée. C'est peut-être pour rejoindre le téléspectateur, oui. C'est-à-dire que vous voyez l'idée que certains hauts fonctionnaires, l'idée qu'ils ont de leur pays et des populations. Et comment ce ministre-là peut expliquer comment un Camerounais peut vivre aujourd'hui avec 36 000 francs par mois? Lui vit avec 36 000. Même s'il est en zone rurale. Même s'il est dans le... Parce qu'ils prennent leur référence secteur primaire. Hein, c'est-à-dire agricole. Mais ça dit, d'abord, c'est une drôle de référence d'ailleurs. C'est même une drôle de référence. Mais comment vous pouvez dire ça? C'est-à-dire que... Et il est très fier de parler de ça. Hein. Quand il calcule le niveau de vie d'un Camerounais, il dit que non, vraiment, avec 35 000 francs par mois, on vit bien. Donc vous voyez l'idée qu'il a de l'avenir de notre pays. Je suis d'accord avec, je pense que c'est moi qui a soulevé ça, mais comment peut-on nous expliquer que les Chinois font du détail ici chez nous? Alors par quelle magie on peut expliquer que les Chinois vendent les beignets, font dans le commerce les détails? Comment on peut expliquer ça? Ce n'est pas la corruption. Comment c'est possible que les Chinois soient en train de discuter le commerce de détail avec les Camerounais? Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Et vous comprenez ce que nous sommes en train de dire. Donc c'est un mal général. Tout à l'heure, il a souligné la question de son conseil. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que là, vraiment, les avocats, là, ça commence à devenir grave. Je dis que les avocats, ça commence à devenir grave. Je ne parle pas des avocats qu'on mange. Donc Simon, il est là de l'humour. Les avocats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les jours, nous recevons des plaintes des Camerounais qui ont été trucidés par les avocats. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est dangereux d'avoir un conseil. C'est dangereux d'avoir un conseil. C'est-à-dire qu'à chaque instant, il vous trafique comme ça, il vous fait un dribble, et vous retrouvez comme ça, comme on dit, en route. Parce qu'il allait s'entendre avec votre adversaire. Avec l'adversaire. Il y a un problème. Alors, c'est l'État qui a dû de faire ça. Dans tous les domaines. C'est un mal qui s'est généralisé à un niveau extraordinaire. À un niveau extraordinaire. C'est pour ça que nous avons, dans notre pays, il y a un problème qui est lié au fait que l'État du Cameroun a beaucoup vanté jusqu'à présent la démocratie institutionnelle. C'est-à-dire que, bon, ok, il y a les élections, après les gens sont élus, la démocratie représentative. Le président croit beaucoup à ça. Mais lui-même, une fois de plus, il avait lui-même dit, je crois que c'est dans son discours d'investiture, il avait constaté lui-même le danger qu'il y avait
a réduit la démocratie à ça. Il a commencé à parler de démocratie sociale. C'est-à-dire que la démocratie doit apporter à manger aux gens, doit garantir des protections à des gens comme ça, comme Robert Letoudi, doit s'assurer que le Camerounais de base, là, est protégé dans tous les domaines, a accès à la justice, peut manger à sa faim. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que, donc aujourd'hui, le problème qu'on a au Cameroun, c'est que la démocratie institutionnelle. Monsieur Bandakani, c'est la démocratie. Il n'y a plus de démocratie. J'utilise des mots qu'on nous donne. On vous comprend parfaitement. Mais sortons rapidement de cette émission. La démocratie sociale se conjugue avec la promotion des syndicats, des droits des travailleurs, des véritables libertés civiles. On fait la promotion de vraies ONG qui protègent les droits citoyens. Si ce monsieur s'en va, mais il y a les ONG. C'est qu'on appelle. Je parle pas des gens comme ça. Si ce monsieur s'en va à la Commission nationale des droits de l'homme, mais il sera surpris. On va lui dire ouvrez d'abord un dossier. Quand tu ouvres le dossier, celle devant qui ou celui devant qui tu as ouvert, il prend un mois pour lire ton dossier. Bien sûr. Après, quand tu reviens, il te dit bon, j'ai fini de lire ton dossier. Il dit où ça va passer, ça quitte de mon bureau pour aller à tel bureau. Il faut verser telle somme. Voilà. Tu te retrouves seulement en matière d'acheminement de ton dossier 6 mois. Et sans descendre sur le terrain. Hein, alors que la Commission nationale des droits de l'homme là, voici leur travail. Un monsieur comme Robert, il débarque là-bas, elle se lève avec ce qu'on appelle l'autorité de l'État, elle débarque chez l'Indien là, mais l'affaire est réglée. Mais pour qu'elle sorte de son bureau, ou bien lui, de ton bureau, pour aller voir l'Indien là, il faudra 1 an. Et il faudra que tu aies banqué. Il y a un problème. Messieurs, je veux vous dire merci d'avoir été là ce matin, mais avant je vais terminer, oui, c'est déjà, le temps est passé. C'est quoi ces histoires? On ne veut pas augmenter le temps, monsieur Simo. Et puis je veux prendre ce message de quelqu'un, il n'a pas laissé son nom. Bonjour DBS Matin, on est face aux étrangers et ce qui se passe est déplorable à San Melima. Le délégué départemental est complice. Les Italiens nous font cela dur avec le licenciement abusif. Voilà encore un autre cas, président Bandakani, on parle toujours de ce comportement. Justement. Bonjour chers frères, merci pour le travail que vous abattez chaque matin, que le Camerounais se réveille. Madame Ango Evina Irène Dakak Akribi a donné le ton. Bravo, merci à vous également et madame pour vos réactions. Je ne vais pas lire tous vos messages puisque le temps nous est imparti. André Kissel Fanga, je vous dis merci d'avoir été là ce matin. Ben, je voudrais dire une chose qui est claire, le Seigneur va nous aider, tant pis pour ceux qui ne croient pas à la volonté de Dieu. La preuve, les conséquences sont en train de s'abattre sur tous ceux qui ont accepté d'avoir cette décrépitude morale. La preuve, leurs enfants, leur famille sont en lambeaux. Merci beaucoup, Simo, d'avoir été là ce matin. Sauf que nous avait pris au cours, on n'a pas pu dire quelque chose. Merci également à vous, Bandakani, d'avoir été là ce matin. Je suis devenu l'esclave de DBS. Merci vous également, Robert. Non, des Africains, pas des DBS. Pas des DBS, vous n'êtes pas esclave de DBS. Merci également à vous, Robert Tundi, vous qui avez été justement victime justement de ces comportements des étrangers justement sur le sol camerounais. Merci et surtout beaucoup de courage. On espère que la situation va s'arranger en tout cas pour vous. D'ailleurs, c'est moi qui vous remercie et je souhaite que DBS porte ce combat. Nous portons toujours tous les combats, ne vous inquiétez pas. Nous sommes à la une de tous les combats. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin. Au plaisir de retrouver demain pour une nouvelle édition. Restez sur notre chaîne. L'information y est en continu. N'oubliez surtout pas, la guerre n'a qu'un seul vrai héros, la mort. Et la mort se moque bien de la victoire. Bonne journée à toutes et à tous et à demain. S'il plaît à Dieu. Au revoir.